allons intervenir sur un point qui n'a pas été encore abordé, c'est la question de la modélisation des univers de travail et la simulation des gestuels des métiers. Peut-être dire simplement un mot de nos spécialités respectives. Donc, Laure est spécialiste de la réalité virtuelle, il y a une formation d'ingénieur, et moi j'ai une formation de sociologue, et je travaille sur les aspects plutôt liés à l'éditorialisation et la production innovante sur les multi-supports. Alors, on va faire un très rapide point sur un contexte, mais comme les uns et les autres ont beaucoup sont intervenus sur finalement ce contexte en mutation lié à l'arrivée du numérique, on ira très vite. On se reconnaît en tout cas dans tous les propos qui ont été tenus, en particulier par Alain Berthaud et par Robert Damien. Donc, simplement redire un mot sur l'enjeu de transmission et le rôle que le numérique est amené à jouer dans ce secteur. Alors, on ne peut pas dire que ce soit un chantier récent. Hein. D'ailleurs, le travail qu'on va vous montrer, le premier travail qu'on vous montrera tout à l'heure, est un travail qui remonte à 2004, que nous avons réalisé dans notre laboratoire. Donc, mais néanmoins, il y a de plus en plus cette nécessité de trouver d'autres modalités, de changer les modalités traditionnelles de transmission, de faire en sorte que le numérique soit présent à travers les MOOC, à travers l'exemple d'Avatar. On voit effectivement la multiplication des appels d'offres, y compris de l'ANR récemment, y compris sur les questions même d'apprentissage qui sont arrivées. Donc on pouvait se dire que cette inflation de questionnement, sinon de questionnement, en tout cas presque d'injonction au numérique, nous amène à avoir des productions assez différenciées, qui se multiplient, hein, c'est-à-dire qu'il y a même les outils et les dispositifs de simulation, alors avec des niveaux de performance très variés. On va faire un léger balayage tout à l'heure, et Laure va nous expliquer un petit peu comment ça se met en place, mais on arrive à des niveaux de pénétration qui sont quand même très importants, et ça interroge finalement tout l'implicite de ces mises en œuvre, toute cette, pour essayer de voir ce qui relève d'une transmission qui a valeur, d'une transmission finalement qui reste très mécaniste, très technicienne, et c'est sur ces questions-là, nous, qu'on voudrait un petit peu mettre l'accent, parce que à la fois on voit l'importance d'utiliser le numérique et la virtualisation, par exemple, des gestuels des métiers autour de la question des savoir-faire, et en particulier des savoir-faire spécialisés. Les savoir-faire spécialisés, surtout ceux qui sont en voie de disparition, je dirais, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, finalement, cette transmission-là, si elle ne s'opère pas par le biais de la virtualisation, par le biais du numérique, le risque, effectivement, dans les 10 ou 15 ans qui viennent sur des tas de métiers, et on va en montrer un tout à l'heure, ce qui est par exemple le candidat, de disparaître complètement parce qu'il n'y a plus d'appétence pour les jeunes vers ces métiers qui ont pourtant à la fois une vraie valeur culturelle et même il y a une économie dans ces logiques-là de développement. Alors, il y a aussi tous les cas risques sur lesquels, bien sûr, tous les dispositifs de simulation sont intéressants, et aussi le rôle que peut jouer la virtualisation dans les types d'assimilation ou d'acquisition de langage. Donc, on va regarder tout ça de manière détaillée. On va s'interroger aussi quand même sur les possibilités ou les limites de mise en place des contextes d'apprentissage, hein, parce qu'on a beaucoup parlé de formation quand même assez limitée ou de simulation, mais la question c'est comment s'opère la transmission. Finalement, on sait souvent la dimension humaine, on travaille beaucoup avec les compagnons du Tour de France par exemple, sur cette question de transmission des savoir-faire. On s'aperçoit que le compagnonnage, le parcours même, le contact avec des gens qui ont des expériences différentes, le niveau d'engagement de l'apprenant est complètement différent s'il est dans un rapport homme-machine, enfin, ou étudiant-machine, ou s'il est effectivement dans un environnement où finalement l'esprit du lieu, même je préfère l'esprit d'un atelier, c'est un esprit particulier, le compagnonnage qui s'opère, la proximité avec les collègues, les apprentissages par pair, enfin, tout ce savoir finalement qui est souvent dans les métiers
tout cas les premiers métiers qu'on a présentés, le savoir-faire un peu de la main, la transmission, elle ne peut pas s'opérer exclusivement, ou en tout cas si elle peut s'opérer à travers l'utilisation de la virtualisation, il faudra vraiment qu'on la sophistique. Alors, je présentais un petit travail qui a été réalisé en 2004 par le laboratoire l'Éden, voilà, qui est un module d'orientation des métiers qui a été fait après, qui a été décliné de manière multi-support, à la fois sur les bornes, on a une création de site qui est à l'AGFA PME, en pédagogie à l'AGFA PME. On a une collection qui a été montée sur ces métiers. Alors, ça a été fait donc pour l'AGFA PME et pour la DESCO, du ministère de l'Éducation, pour essayer de rendre finalement ces métiers plus attractifs. Et la manière dont on avait pensé ça en 2004, c'était pour que ce soit plus attractif, essayons d'utiliser les technologies qui sont celles des jeux vidéo. Donc là, on a utilisé la 3D temps réel avec un logiciel qui s'appelle Virtuals pour essayer de faire en sorte que les élèves qui seraient en situation de devoir s'orienter puissent en un premier coup d'œil finalement, avoir un intérêt pour ces métiers, qui sont des métiers qui sont considérés comme des métiers anciens, comme des métiers finalement où sans avenir. Hein. Donc on a organisé, on a organisé donc ces modules d'orientation aux métiers d'art à travers finalement trois axes. On a travaillé sur à la fois des fiches comme peuvent le faire l'ONICEP, hein, c'est-à-dire que tout ça c'est en ligne, donc il y avait ces informations du type très comment dire, factuelle, informative. Et puis après, il y avait des témoignages donc, de tous ces gens qui travaillent sur ces métiers. Donc là, c'était des témoignages des meilleurs ouvriers de France, hein, puisqu'on avait comme interlocuteur qui nous permettait justement de faire, à la fois on partait de la vidéo, pour faire une modélisation 3D. Donc le troisième aspect était lié à la modélisation 3D de ces gestuels des métiers. Avec, bien sûr, ces réserves hein, qu'il faut faire, que c'était simplement pour faire de l'orientation pédagogique, ça n'avait pas prétention à être suffisamment sophistiqué, suffisamment pointu pour restituer la gestuelle elle-même. Mais ce qu'on peut, 10 ans après, avoir l'ambition de faire, puisque bon, on travaille avec des textiles intelligents et on pourrait penser avoir des gants qui permettraient effectivement de reproduire de manière numérique une précision extrême du geste, et dans ce cas-là, on verrait vraiment une utilité absolument remarquable, sociale dans la transmission. Bon, bien sûr, en retenant que apprendre de cette manière, ce n'est pas complètement apprendre, puisque peut-être que l'engagement du sujet n'est pas de la même nature s'il n'est pas dans ce contexte de compagnonnage. Alors peut-être qu'on pourrait passer à la slide suivante pour vous montrer comment nous avions organisé ce module. Alors, ce module, effectivement, il est en... On pourrait dire qu'il y a ces trois zones hein, qui ont été présentées tout à l'heure. Au fond, la zone des consignes, avec une segmentation des différents, finalement, tâches qui sont à exécuter. On a une zone qui présente la vidéo. D'ailleurs, ça nous avait permis à l'époque de faire évoluer le logiciel Virtuals, puisqu'avant, il n'y avait pas de vidéo. Et comme on a eu un besoin particulier, ils l'ont mis hein, à l'intérieur, parce qu'on a justifié ce besoin. Et puis, il y a cette zone centrale qui est un peu un tableau d'interaction, en fait, et qui permet effectivement une activation avec la souris, en fait, qui permet de reproduire le geste. Alors, il y a peut-être une petite vidéo qu'on pourrait essayer de vous montrer. Alors, je dois vous dire quand même que ce travail a été réalisé avec des étudiants de Master Scène qui, après, sur ces compétences 3D, qu'on peut appeler en 3D didactique, en quelque sorte, ont monté une entreprise qui s'appelle Emissive, hein, qui travaille pour Dassault Systèmes. Tout à l'heure, vous avez montré la pyramide de Khéops, et effectivement, c'est eux qui l'ont réalisée. Donc, ils ont maintenant quand même 40 salariés, et c'était finalement très important, puisque à partir de cette niche, entre guillemets, ou ce déplacement finalement de l'utilisation du numérique des jeux vers le numérique didactique, où on a finalement une ligne éditoriale,
s'est généré. Voilà. Alors, vous voyez, là, bien sûr, vous n'avez ni le son, donc on entend quand même le bruit du ciseau qui martèle le bronze. Vous voyez, il y a beaucoup d'éléments de sensorialisation qui ont été ajoutés finalement à une présentation qui aurait pu être schématique. Alors, nous avons essayé d'esthétiser, de scénariser, nous avons pris vraiment beaucoup de soin dans la manière dont nous avons essayé de séquencer aussi ces apprentissages, mais tout à l'heure on parlait du modèle. Alors le modèle implicite, effectivement, que nous avions, pédagogique implicite, c'était lié à l'idée du continuum, c'est-à-dire qu'on a pensé, et on est revenu dessus, qu'au fond, quand on allait faire un geste, finalement, le geste était complètement mentalement anticipé et donc on allait le produire dans une sorte de continuité puisque on était déjà globalement mobilisé. Le cerveau et le corps étaient complètement pris dans l'idée de faire. Alors ça, c'était notre posture, c'était un peu ce qu'on avait compris quand on avait travaillé avec les meilleurs ouvriers de France, mais au fond, quand on a travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale, ils nous ont dit non, nous on veut vraiment qu'on découpe. Donc il y avait deux modèles de pédagogie. Le modèle du séquençage strict dans le genre, si tu fais cet exercice, tu as le droit de faire l'autre. Voilà. Alors c'est pour ça qu'on a aussi maintenant le goût d'analyser les mécanismes mentaux qui sont à l'œuvre réellement, et peut-être sont-ils différents entre meilleur ouvrier de France et l'enseignant qui est en train de distribuer ce savoir-faire, sans aucun doute, ou le primo-utilisateur du ciseau pour marteler, etc. Mais c'est ça qu'on doit comprendre, parce que est-ce que l'apprentissage est un continuum? Et dans ce cas-là, il faudrait regarder, enfin, amener les étudiants à voir, à revoir la vidéo, et puis les mettre dans une situation finalement où ils peuvent expérimenter jusqu'à réaliser, et qui voient eux-mêmes leur propre mécanisme à l'œuvre, jusqu'au moment où ils réussiront, plutôt que de leur imposer une segmentation qui finalement ne relève que de la préoccupation pédagogiste que les uns et les autres nous pouvons quelquefois avoir aussi, parce que c'est sécurisant de découper. Si on découpe, on a le sentiment qu'on a fait quelque chose et que la transmission va s'opérer. Sauf que si mentalement on procède complètement différemment, ce serait quand même assez, assez dommage de passer à côté de ça. Donc ça c'est un peu la dimension, je dirais, de la recherche un peu cognitive qu'on a l'intention de mettre en place au niveau pour analyser ces réalisations-là, vous voyez, qui à la fois datent, mais néanmoins elles continuent à être utilisées. Elles sont dans des salons encore, salons de l'entrepreneur, parce que la GEFA s'en sert aussi dans les CFA, en fait, voilà. Donc, et les étudiants, les élèves ont apprécié, parce que pour eux c'était aussi une manière d'aller vers des métiers dont ils ignoraient à peu près tout. Donc je vais te laisser la parole. J'ai fait le passé, donc tu vas faire... Donc ça c'était vraiment une application de sensibilisation. Après il y a vraiment des applications qui sont vraiment faites pour la formation, donc pour des gens qui vont déjà se spécialiser dans certains métiers. Alors, le plus connu étant probablement l'apprentissage des pilotes, où là, vraiment tout l'apprentissage pratiquement se fait en virtuel et on ne met les gens en situation réelle que lorsqu'on est sûr qu'ils arrivent à piloter un avion virtuel. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il y a exactement la même chose pour les conducteurs de TGV et surtout pour là, c'est la photo du film, et surtout pour tout ce qui est apprentissage de consignes de sécurité, c'est-à-dire que quand il y a un gros problème sur un aiguillage, le conducteur de TGV doit sortir sur les voies, mais il ne peut pas le faire n'importe comment. Et du coup, donc là ce ne sont pas des gestes très précis en soi, vu que c'est plus un rapport de force avec l'aiguillage, mais ce sont toutes les consignes de sécurité qu'il doit intégrer. Et du coup, toutes ces consignes de sécurité, la marche qu'il doit faire, les coups de téléphone qu'il passe avant de descendre, après être remonté dans son train, tout ça, ça, ce sont toutes des consignes de sécurité, enfin des processus de sécurité qui sont actuellement appris en virtuel. Parce qu'ils ne vont pas provoquer un problème d'aiguillage exprès pour bloquer tout le trafic. De la même façon, dans les usines Céveso, toutes les formations, mais une bonne partie de formations se font en virtuel, simplement pour apprendre les processus de sécurité. Comment
sans bloquer tout le possible. Donc ça c'est vraiment pour des métiers où c'est vraiment des protocoles à apprendre. Et après, il y a, donc pour faire le lien entre les deux, on a d'un côté les protocoles qui n'ont pas besoin de gestes fins et d'un autre côté des métiers comme le bronzier qui eux ont besoin de gestes fins. Et il y a déjà certaines formations de gestes qui se sont penchées sur comment reproduire le geste et surtout comment reproduire la sensation qui accompagne le geste. Donc là par exemple c'est sur du déminage, pour du déminage pour les militaires, qui vont accompagner la formation de ce type de dispositifs-là, qui sont en fait des dispositifs à retour d'effort, qui permettent à l'apprenant de sortir où se trouvent les mines, donc en virtuel, avant de passer sur des mines réelles. Ça permet effectivement ce genre de choses-là. Et alors le plus connu étant probablement la simulation de chirurgie, qui donc là pour le coup sont des gestes extrêmement fins également, et qui se font aussi en virtuel avant de passer sur un patient réel, simplement parce que du coup ça permet de pouvoir avoir beaucoup de cas différents et de pouvoir recommencer jusqu'à ce que l'apprenant arrive à soigner le patient en virtuel sans avoir, enfin en tout cas en ayant beaucoup moins de risques de blesser une personne réelle. Non, c'est pour les gestes de précision qui pour l'instant sont appris en simulation. Donc pour l'apprentissage, alors effectivement, dans tout ce qui est apprentissage en simulation, tout ce qui va être vraiment essayé d'être mis en œuvre, c'est toute la pédagogie de l'action, c'est-à-dire que l'élève va faire et refaire jusqu'à ce qu'il y arrive. Donc c'est vraiment l'action de faire qui va être au centre de la transmission, et aussi également les répétitions et tout ce qui va être motivation et imitation. Typiquement, il va y avoir quelqu'un qui va lui montrer la simulation et il va la refaire. Après, donc, il va finir par incorporer le processus ou le geste qui veut être montré. Donc il y a une sorte de compagnonnage, alors soit par quelqu'un de réel, soit par un avatar. Et l'idéal étant effectivement d'avoir un mélange entre les deux, un peu comme ce qui se fait en chirurgie, où on mélange les simulations en virtuel et puis l'apprentissage en réel, parce que finalement, à un moment donné, il faudrait quand même qu'il soit confronté à un vrai patient. Et donc, effectivement, il y a toute la problématique de reproduire le geste, voire le recréer. Alors, le problème, c'est que l'apprentissage en virtuel va poser beaucoup de questions, et notamment tout ce qui est transfert d'émotions en virtuel, c'est-à-dire que, par exemple, pour un patient, pour un médecin, est-ce que c'est aussi perturbant émotionnellement de perdre le patient virtuel que de perdre le patient réel? Alors, il y a beaucoup d'expériences qui montrent qu'il y a quand même des transferts d'émotions, par exemple, qui ont été faits en montrant, donc ça c'était plus pour les pompiers, mais qui montraient par exemple que si vous traversez un couloir en virtuel, selon que ce couloir soit virtuellement enfumé ou non, vous n'allez pas le traverser à la même vitesse. C'est-à-dire qu'un couloir qui va être enfumé, vous allez, même si c'est virtuel, vous allez avoir tendance à retenir votre respiration en réel et à le traverser le plus vite possible. Donc il y a vraiment des transferts de gestes de survie qui, eux, peuvent être acquis en virtuel et retranscrits en réel, et vice-versa. Il y a également des transferts d'émotions en virtuel, notamment pour tout ce qui est apprentissage de peur, en tout cas de lutter contre sa peur. Donc ça, c'est très utile pour les suites du CVSO, pour ne pas avoir des personnes qui commencent à se tétaniser complètement quand il y a des gros problèmes. Et ensuite, alors ça c'est plus pour les médecins. Alors, je pense que vous avez tous entendu parler de la fameuse expérience de Milgram où la personne va jusqu'à l'électrocution sous un ordre donné. En fait, elle a été reproduite en virtuel, et ce qui est très très étonnant, c'est qu'en virtuel, on obtient exactement le même nombre le même pourcentage de personnes qui continuent jusqu'à l'électrocution
Et voilà, les personnes qui continuent jusqu'à l'électrocution d'un avatar, on pense à dire pourquoi pas, mais le plus étonnant, c'est qu'il y a le même nombre de personnes, enfin le même pourcentage de personnes qui disent j'arrête. Alors que c'est un avatar, mais... Ils le savent. Ils le savent, oui, c'est un avatar sur un écran d'ordinateur. C'est sur un écran d'ordinateur. Donc il y a effectivement des transferts possibles. Et alors pour les transferts cognitifs, il y a certaines personnes qui disent qu'un environnement réaliste favoriserait l'apprentissage. Alors c'est parfois remis en question. Donc ça, c'est encore une question qui est vraiment ouverte. Dans quel cas est-ce qu'il vaut mieux un environnement réaliste? Dans quel cas est-ce qu'il vaut mieux... Enfin, dans quel cas ça n'a pas d'importance. Typiquement pour tout ce qui est séquençage, c'est vraiment faire remis en question. Alors, il semblerait que lorsque la structure, par contre, de l'environnement virtuel est identique à celle de l'environnement réel, le transfert soit plus facile. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour la SNCF, ils avaient vraiment fait marcher les gens sur un tapis roulant, simplement parce qu'ils avaient remarqué que si les gens ne marchaient pas réellement, en fait, quand ils se retrouvaient sur le terrain, en fait, ils s'étaient confrontés à la longue marche et ils disaient mais c'est pas normal, c'est pas comme ce que j'avais fait en virtuel. Donc voilà. Alors par contre, il y a quand même certains chercheurs qui disent que plus l'environnement est immersif, plus il est possible qu'il soit distrayant. Et ça, c'est aussi le genre de questions qui sont débattues dans la communauté. Alors, il y a, donc là pour le coup, pour les problèmes de gestes, il va y avoir tout un apprentissage par mimétisme. Donc l'idéal, enfin en tout cas une possibilité est que l'avatar réalise le geste et qu'il soit imité ensuite par l'apprenant. Et du coup, il y a quand même une identification forte entre l'avatar et la personne. Et on a constaté, enfin beaucoup de chercheurs ont constaté une modification du comportement de l'apprenant en fonction du comportement de l'avatar qu'il est en train de voir. Il y a une dimension qu'on peut ajouter sur les limites de la formation collective, c'est-à-dire que c'est sans doute effectivement, il va reproduire ce que fait l'avatar, mais en fait, la question de tout à l'heure que vous disiez sur la recréation, c'est comme si la formation, la transmission réussie est une recréation effective, sans doute. Donc dans ce cas-là, le fait qu'on soit en formation par imitation, on a dit ça oblitere toute cette capacité-là, paraît quand même très, très, très important, parce que se projeter, ce n'est pas vrai. Et pour finir, dans l'apprentissage, surtout de gestuel, il va y avoir quand même des conflits sensoriels assez forts. Par exemple, en réel, vous avez tout ce qui est retour haptique. Donc un retour haptique, c'est-à-dire que vous touchez quelque chose, vous savez que la table est là, qu'elle est dure, qu'elle vous supporte, parce que tous les muscles vous remontent l'information. Et du coup, ça concorde entre les indices autiques, donc vous voyez la table et vous la sentez. En virtuel, ce n'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que vous avez des indices visuels, donc vous voyez l'objet, mais par contre, vous allez toucher, par exemple, en interaction gestuelle, et si vous n'avez pas de retour d'effort, les deux ne coïncident pas. Du coup, ça peut amener à certaines hésitations du sujet, et donc là, c'était une expérience où en fait, vous appuyez, et en fait, vous étiez censé appuyer sur le bouton, et en fait, on n'arrivait jamais à appuyer sur le bouton, parce qu'on le dépassait, on n'était pas dessus, enfin, c'était un peu compliqué. Donc du coup, ça donnait des manipulations qui étaient assez difficiles. Alors du coup, c'est pour ça qu'en chirurgie, justement, ou dans tous les apprentissages où il y a une grande précision gestuelle qui est nécessaire, et un retour haptique, enfin un retour sensoriel, du coup, on arrive à des interfaces haptiques qui sont incorporées, qui sont d'une grande importance. Et qui donc, pour le cas du bronzier, il faudra arriver à le mettre en plus d'une interface à retour tactile. Donc voilà, donc en conclusion, l'apprentissage en virtuel. 30 secondes. Donc, bon, vous avez vu, ce qu'on souhaite, c'est effectivement aller vers des apprentissages, ou en tout cas la virtualisation, la modélisation, qu'ils soient non mécanistes, parce qu'on pense que c'est justement la solution. On fait notre plaidoyer pour une transmission hybride, où à la fois on peut avoir des MOOC, on peut avoir de l'information plus magistrale, mais par ailleurs utiliser le numérique, mais le numérique la manière la plus sophistiquée possible.
possible. Alors, on est aussi pour que la modélisation elle soit globalisante, qu'elle ne soit pas à vocation limitative. Et donc, on pense que là aussi, les sciences humaines et sociales, dans toute leur diversité, les arts aussi, doivent être partie prenante des productions qu'on doit mettre en œuvre. Donc, on a voulu terminer par un H2H en signe, en direction de nos collègues du LAVEX, pour dire qu'effectivement, pour nous aussi, ce qui est fondamental, c'est le rapport de l'humain à l'humain, et la machine doit être qu'un outil et qui doit devenir de plus en plus transparent si on veut qu'il ait une véritable efficacité et qu'il n'emboulise pas tous nos rapports interpersonnels, et que surtout il ne limite pas les transmissions à des choses vraiment très triviales et très techniciennes. Dans quelle mesure, en fait, cette activité est influencée par la vision qu'a l'utilisateur de la finalité? C'est-à-dire qu'on parle toujours de transfert. On dit, voilà, j'ai fait une tâche, je vais la transférer. Mais en fait, est-ce qu'il y a une prise en compte du fait que la personne se représente correctement la situation cible? Est-ce qu'il y a une sorte de magie là-dedans qui n'est pas encore très bien, disons, analysée? Et il me semble que, parce que c'est un peu, ça rejoint aussi un peu le tas, c'est-à-dire qu'on sait à la fin dans une représentation qu'on va avoir une scène publique. Quand j'essaye, en tant que pompier, une cave à fumer, je sais que je vais être confronté au cas de figure. Par contre, quand il y a moins d'enjeux, comme la découverte d'un métier, on n'est pas sûr de pouvoir un jour y être, est-ce que c'est pas un paramètre très important, la finalité en fait? C'est vrai qu'il y a une vraie différence, je pense, entre l'aspect ludique du premier travail qu'on a montré, qui était à viser l'orientation, en fait. C'était les mettre en couleur, mettre en bouche un peu, voilà, c'était mise en bouche. En fait, je crois quand même que quand tu décides que tu vas être chirurgien, l'engagement que tu as, et là, les éléments que tu as formulés tout à l'heure allaient dans ce sens, les engagements qui sont pris, c'est par là, tu projettes, non pas, tu ne te projettes pas dans l'avatar, tu projettes dans ton avenir de chirurgien, donc tu veux avoir le bon geste, et ça, je pense que ça mobilise tes mécanismes d'apprentissage. Voilà, la question, elle est là. Donc c'est sûr que c'est très intéressant de voir quels sont les mécanismes mentaux qui sont à l'œuvre, parce que je pense qu'il doit être de nature complètement différente dans une activité mécanique de reproduction et dans une activité finalement de recréation, où là, l'ensemble de l'individu est mobilisé. Donc il est en pensée vive, si j'ose dire, et en faire, voilà. Et comme il se projette dans son avenir, de toute façon, il va être le plus performant possible. D'ailleurs, quand on avait été à Lille pour voir les simulateurs de l'apprentissage, donc ils avaient vraiment le simulateur de réanimation de personnes. Et en fait, ils s'arrangeaient pour que les élèves perdent au moins une fois leur patient virtuel. Et en fait, ils disaient qu'ils s'effondraient. Oui, émotionnellement, ils s'effondraient. Ah oui. On est allé aussi à CHU en fait pour essayer de travailler justement sur la virtualisation du savoir-faire chirurgical. Hein. Donc, enfin, je pense que ça, c'est des questions. C'est pour ça qu'il faut aller de la conception finalement du produit jusqu'à l'évaluation finale des mécanismes mentaux. Et dans ce cas-là, on pourra produire quelque chose qui aura une valeur. Voilà. C'est pour ça que l'idée de ne pas s'en tenir au serious game, je crois que c'est une préoccupation, c'est une posture scientifique aussi qu'il faut qu'on essaie d'avoir, parce que souvent ce sont vraiment des apprentissages qui restent à la surface, donc on ne sait pas les faits. Pour prolonger la question d'Étienne Armand, est-ce qu'il y a des protocoles expérimentaux où, au lieu de se dire les gens vont se projeter sur le métier, donc effectivement ils prennent l'avatar au sérieux parce qu'ils projettent toute leur personnalité qui à nous reste inconnue, etc. On leur propose, par exemple, c'est des gens qui ne veulent pas faire ce métier, mais on leur propose 10 000 €. Les enjeux. Je ne pense pas que toute la motivation humaine se résume quand même à l'appât du gain. Je crois qu'on peut être motivé pour se faire mieux quand même. C'est une question structurelle, c'est-à-dire est-ce qu'on ne va pas s'appliquer toute la journée à faire le bon geste pour avoir les 10 000 €? Je pense qu'il y a une catégorie de population qui va peut-être être activée par cette finalité, mais je ne pense pas que ce soit... On va pouvoir thématiser la notion de projection.
Je sais pas, moi je pense que la projection dans son avenir professionnel, elle peut être très active aussi, c'est-à-dire faire bien ce qu'on est amené à faire, ou ce qu'on a l'intention de faire. Mais là, en l'occurrence, ça sera intéressant de voir cette expérience test pour voir, voilà, il n'y a pas d'avenir, c'est juste le pognon. Oui, mais nous, ce qu'on avait envie de voir, le geste, c'est intéressant d'apprendre. C'était comment le geste, si tu veux, était porté par des gens qui ont une qualification déjà complètement confirmée. C'est-à-dire que sans aucun doute, le fait simplement même d'énoncer que ça va avoir lieu produit les mécanismes mentaux de l'activité elle-même, tu vois, où irrigue l'ensemble des zones. On avait fait pas mal d'hypothèses que j'espère on arrivera à un moment donné à mettre en œuvre, mais voilà, sans aucun doute, il y a une différenciation fine entre les approches des uns et des autres. Et la posture est très importante. La posture, à mon avis, de l'enseignant différente de la posture du